Donc, chers amis, chers followers, bonsoir. Bienvenue à Jonathan Talk. Je suis Mister Jonathan, médecin généraliste. J'ai le plaisir d'animer ce troisième épisode de la rubrique santé du Jonathan Talk. Ce soir, nous parlerons de rééducation périnéale, ses avantages après un accouchement. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous le docteur Akwefa Kemi Assané. Docteur, bonsoir. Bonsoir, docteur Jonathan. Un plaisir de vous recevoir dans notre talk. Un plaisir partagé. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et en gériatrie. Vous avez également un master en gestion des services de santé et un diplôme en design intérieur du Centre européen de formation. Et vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où vous avez plus de 12 000 abonnés. J'en suis un peu jaloux d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs lancé récemment une newsletter, l'MPR. J'aimerais vous poser deux questions d'abord par rapport à cette brève biographie. Premièrement, est-ce que j'ai été fidèle à tout ce que vous avez fait? Et ensuite, pourquoi un diplôme de design intérieur? Est-ce une passion? Et trouvez-vous le temps de vraiment pratiquer cette activité-là? Merci, docteur. Si vous avez été fidèle dans votre présentation, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, la décoration d'intérieur, je dirais plus que c'est une passion, en fait, que j'avais depuis que je suis petite. Et cela s'est intensifié, en fait, en grandissant, en prenant un peu plus de l'âge. J'avais besoin, ma première année en France a été très intense, je pense comme beaucoup d'entre nous. Et je cherchais en fait un exutoire parce qu'à un moment donné, la médecine, ça, c'est très prenant, c'est très fatigant, mais à un moment donné aussi, on a juste envie de sortir des sentiers battus et se sentir un peu plus soi et moins avec les autres. Et le design intérieur, comme la pâtisserie, a été ma porte de sortie et mon exutoire. Donc, je m'y suis mise dedans, ça m'a permis de pouvoir voyager que je pouvais parler. Côté disponibilité, bon, avec deux spécialités forcément. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dons de soi. Et j'arrive pas forcément à faire le métier de design extérieur comme je souhaiterais, mais je me programme de bien pouvoir le faire l'année prochaine de façon plus assidue. Je vous le souhaite vivement, docteur. Alors, je disais tout à l'heure que vous avez lancé récemment une newsletter qui s'appelle l'MPR. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but visé par cette newsletter que vous avez lancée sur LinkedIn? Alors, l'MPR, c'est une façon assez amusante de parler du MPR. MPR pour médecine physique réadaptation. Le constat, il est parti en fait de la méconnaissance et de la mauvaise appellation de la médecine physique réadaptation par la population et en plus, plus précisément, par les autres spécialistes en milieu africain principalement, parce que dans le milieu européen ou américain, c'est nettement plus connu parce que c'est une spécialité qui était là depuis plusieurs années. Par contre, en milieu africain, un peu plus encore du côté subsaharien, il y a cette méconnaissance de la médecine physique réadaptation qui fait qu'on a une limitation au niveau de la population et parfois, je dirais même plus souvent avec nos autres collègues, les autres spécialistes. Donc, le but de ces newsletters, c'est de pouvoir parler de la MPR, en général sans toutefois entrer dans un cours magistral d'université, de donner les grandes lignes de ce que c'est que la MPR en fait, et de pouvoir partager à la population de l'utilité de la MPR vraiment dans la vie de tous les jours, dans son implication et les différents domaines qu'elle couvre pour aussi bien la population, mais aussi pour les autres spécialistes. C'est ce le premier constat que j'avais effectué. Le deuxième constat, par contre, c'est une spécialité où on avait très peu de femmes. Et à ce jour, en tout cas, en milieu africain, subsaharien, on n'est toujours pas nombreuses. Le quota, il est très faible. Et ces femmes sont des femmes très battantes parce que je ne vous cache pas, faire la spécialité, c'est pas du tout facile parce que ça englobe beaucoup de spécialités. Ça nécessite vraiment une connaissance en neuroanatomie, anatomie, physiologie, qui nécessite une concentration extrême. Et mon but dans cette newsletter, c'est de pouvoir valoriser ces femmes qui ont eu le courage de pouvoir faire cette spécialité, en fait,
et les mettre en avant, mettre leurs actions et leur impact dans leurs différents pays. Parce que je parlerai des femmes de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, certains pays de l'Afrique de l'Est qui n'ont pas encore répondu, et si possible aussi de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud. Donc, ça va être un long parcours que j'espère que vous allez suivre avec moi et que vous allez apprécier. Bien sûr, nous allons suivre avec plaisir. Et d'ailleurs, pour mieux savoir ce que c'est que l'MPR, je vais vous inviter, je vais vous demander ce que c'est pour éclairer nos auditeurs. Qu'est-ce que la MPR? Comment est-ce qu'on le définit et quel est son champ d'action? Alors, la MPR, c'est un sigle de la médecine physique et réadaptation. C'est une spécialité médicale. Ça, d'abord, il faut le savoir parce que beaucoup de personnes ont du mal à l'accepter comme une spécialité médicale. Donc, c'est une spécialité médicale qui a pour rôle de coordonner, en fait, et d'assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum inévitable, c'est-à-dire le maximum du minimum jusqu'à ce qu'on ne puisse plus réduire ou qu'on ne puisse plus prévenir les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales, économiques des déficiences et des incapacités. C'est dans notre jargon, on parle d'une prise en charge holistique, c'est-à-dire qu'on prend aussi bien le patient dans sa causalité, c'est-à-dire sa pathologie, mais aussi dans toute son entièreté, son répercussion dans son milieu de vie, dans son milieu familial, donc socio-économique, socio-environnemental. Donc, pour faire un exemple simple, si je donne un exemple de patient qui a un AVC, qui présente des déficiences, je prends en charge la rééducation avec mon équipe et mon plateau technique de ce patient. Mais mon but au terme de cette rééducation, c'est de pouvoir le réintroduire dans la société et lui redonner son autonomie qu'il avait avant son accident au maximum de son minimum pour qu'il soit un homme en griffe à part entière et qui puisse jouir aussi de toutes les différentes actions et différentes interactions qu'il avait avec la société avant son accident vasculaire. Donc, c'est ça le but de la médecine physique et réadaptation. Donc, le champ de la médecine physique et réadaptation, il est large, il est vraiment large parce qu'il s'implique dans toutes les spécialités. À ma connaissance, il n'y en a pas forcément une qu'on arrive à ne pas couvrir et on s'implique autant que les autres spécialistes peuvent nous donner la main parce que c'est important de pouvoir le souligner. La médecine physique et réadaptation, ce n'est pas une spécialité de diagnostic. C'est une spécialité qu'on intervient en complémentarité de toutes les autres spécialités. S'il y a une problématique là où il faudrait poser un diagnostic, on laisse le médecin spécialiste en amont effectuer ce diagnostic et nous venons maintenant en complémentarité pour pouvoir permettre à ce patient de se réintroduire dans son environnement de tous les jours. Donc, à D'accord. peu près, D'accord. Merci, docteur. Je pense que c'est, comme vous l'avez dit, une spécialité assez transversale et tous les spécialistes de toutes les spécialités gagneraient beaucoup à mieux s'engager, à mieux travailler avec les médecins physiques et réadaptateurs parce que cela permettrait évidemment de mieux prendre en charge le patient. Comme je l'annonçais au début, nous allons parler ce soir de rééducation périnéale pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre qu'est-ce que la rééducation périnéale. alors pour faire basique, la rééducation périnéale, c'est un ensemble de techniques visant à renforcer les muscles du périnée dans les suites des dysfonctions du plancher pelvien. Entendons par plancher pelvien, c'est un groupe de muscles qui se situe à la base du bassin. Il supporte les organes. Son but au plancher pelvien, c'est de supporter les organes pelviens, à savoir le vessie, le rectum et les organes reproducteurs chez la femme, l'utérus et le vagin. Et aussi, il permet de refermer les différents orifices comme l'urétère, l'anus, afin de pouvoir maintenir, retenir les excrétats tels que l'urine et les sels et les gaz. Donc, la rééducation périnéale, c'est un ensemble de techniques effectuées pour pouvoir permettre ce maintien au niveau du pacte musculaire, en fait. D'accord. Merci, docteur, pour cette définition. Euh,
Ce soir, nous avons voulu nous accentuer sur la rééducation périnéale en postpartum, c'est-à-dire après un accouchement. Pourquoi est-ce qu'une rééducation périnéale serait-elle indispensable ou utile en postpartum? Je dirais à ce jour, on n'est plus dans de l'indispensable, si mes souvenirs sont bons et ces dernières recommandations quand même. La rééducation périnatale n'est pas indispensable, mais elle est fortement conseillée en postpartum. Donc, après un accouchement, l'idéal serait d'effectuer ça si on présente, bien entendu, des dysfonctions au niveau du plancher pelvien. Alors, il faut quand même se rappeler que la grossesse a un gros impact, en fait, sur le périnée. Parce qu'on a le port du bébé avec certains poids, le liquide amniotique, le placenta, entraînant les prolapsus des organes internes. Donc, tous ces phénomènes pré, per et post-grossesse peuvent entraîner parfois des complications assez importantes et gênantes au niveau du périnée. Surtout chez une femme, ben, bon, puisqu'on est dans le cas de la femme, à savoir des troubles urinaires, donc une incontinence urinaire, une impériosité, des troubles génitaux sexuels, quand on se retrouve dans des cas de douleurs cicatricielles, par exemple, lors des post-épisiotomies, pour ne citer que ceci. Donc, on a les douleurs cicatricielles, on a aussi les dyspareunies, la vulvodynie, et pour ne parler que de ceci. On a aussi des troubles anaux, effectivement, comme on a une hyperlaxité au niveau ligamentaire et qu'on a un relâchement musculaire, que ce soit des muscles striés ou des muscles lisses, bah, ça atteint aussi au niveau le rectum. Donc, on a une laxité, un relâchement au niveau des sphincters. Et ces sphincters qui effectuent ce mouvement de rétention et de régularisation sont complètement atones, donc chez certaines ou un peu moins chez d'autres. Et on a des pertes de gaz ou de matière. Et pour terminer, on a les troubles de la statique, on pas d'astrostatique pelvienne, on est plus dans les prolapsus, que ce soit rectum, que ce soit utérus, ou prolapsus ou déhiscence. Voilà. D'accord. Donc, en gros, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir trouver ça, d'effectuer la rééducation périnale en post-accouchement. Ça, c'est le premier intérêt pour parler quand on reste dans du domaine très organique. Mais comme on est en MPR, il y a le côté aussi qualité de vie. En post-accouchement, chez beaucoup de femmes, on a quand même remarqué qu'on se retrouve dans une baisse assez importante de la libido. Cette baisse de la libido est loin d'être du fait d'un accouchement, quand je parle accouchement, du fait d'avoir un bébé. C'est vrai qu'on a le côté occupation de la maman et tout le reste, mais il y a aussi le côté que, vu le relâchement de tous ces différents muscles, ben, la contraction volontaire qui doit s'effectuer lors d'une relation intime n'est plus présente. Donc, D'accord. cette répercussion entraîne aussi une baisse de libido, donc alors aussi des frictions au niveau du couple qui peuvent aller jusqu'à une scission du couple. Donc, on a une souffrance de la mère qui, par ricochet, crée une scission au niveau du couple Du et une coup, souffrance du couple. Voilà. d'accord. Merci, docteur. Donc, comme vous l'avez indiqué, la rééducation périnéale, elle n'est pas indispensable, elle n'est pas obligatoire, mais elle est plutôt indiquée chez certaines patientes en fonction des troubles ou des problèmes qui pourraient se poser après l'accouchement. Et quand est-ce qu'on démarre idéalement cette rééducation périnéale après un accouchement? Alors, idéalement, la recommandation on propose entre 6 et 8 semaines en post-accouchement, parce qu'après tout accouchement, on a la période de cicatrisation des différents muscles, ligaments et tout, et aussi un certain repos physique, mental, psychologique de la mère. Donc, l'idéal, c'est entre 6 et 8 semaines. D'accord. Donc, en fonction des différents troubles qui peuvent se greffer sur le post-accouchement, que ce soit un accouchement par voie basse ou que ce soit un accouchement par césarienne, les délais peuvent changer, ils peuvent légèrement changer ou beaucoup changer. Et ça dépend aussi des prescriptions du médecin, en fait. D'accord. Comment se déroulent ces séances de rééducation périnéale en pratique? Dans la pratique hospitalière, évidemment, on ne pourra pas tout aborder, mais voilà, si vous devriez Bon. résumer en quelques lignes comment elles se déroulent, voilà, comment est-ce que vous les décririez? Alors, pour faire court, c'est pas si simple, mais je vais essayer de donner les grandes lignes. Alors, D'accord. les séances de rééducation se font en plusieurs temps.
toute façon, la toute première séance de rééducation se fait par un examen par le médecin MPR qui, si jamais son collègue a la possibilité de lui envoyer, de lui adresser cette patiente, il examine cette patiente et évalue en fait toutes les différentes déficiences, ses incapacités et la répercussion familiale, socio-environnementale que la problématique qui pose à cette patiente. Donc, ça, c'est le premier rôle de la première rencontre avec le médecin MPR et le kinésithérapeute. Le deuxième rôle pour cette rencontre, c'est de pouvoir évaluer l'aspect, les différents aspects que la patiente a de sa rééducation périnéale, parce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir une participation de la patiente. Ce n'est pas de lui imposer. Voilà. Il faut nécessairement une adhésion de la patiente par rapport à la prise en charge qui sera effectuée. Et cette adhésion passe par une information utile. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'observance et on n'a pas de résultat. Donc, c'est important de pouvoir le faire. Donc, c'est ce qui se fait. Donc, la première séance, c'est ça. Donc, passer le contact, accepter, écouter la patiente dans tous ces états d'âme et ce qu'elle souhaite et tout ça. Et surtout, récupérer son consentement éclairé. Super important. Parce que la rééducation périnéale, c'est une rééducation qui touche le périnée. Et vous savez comme moi que le périnée féminin, c'est très compliqué et tout le monde n'y va pas s'il n'a pas vraiment les qualifications. Alors, la deuxième séance, après toute cette évaluation et le bilan pré-rééducation qui s'effectue par le kiné pour pouvoir évaluer les différents muscles, les différentes déficiences qui se posent et pouvoir poser vraiment le doigt sur ce qu'il doit toucher. Là, on effectue maintenant différentes méthodes. Donc, en rééducation périnéale, il y a plusieurs méthodes. Donc, on a les méthodes par le travail manuel, bidigital, qui se fait par le kinésithérapeute ou la sage-femme qualifiée. Que ce soit un kinésithérapeute qualifié ou la sage-femme qualifiée, ils sont tous deux en même de pouvoir le faire. Donc, c'est une rééducation qui se fait bidigitale par le kinésithérapeute ou la sage-femme avec une introduction endocavitaire qui permet d'évaluer en fait les différentes contractions des différents muscles qui sont impactés et avec une participation de la patiente. Donc, on explique à la patiente ce qu'elle doit faire et la patiente comprend ce qu'elle doit faire. Ce qui est important parce qu'il doit y avoir un feedback entre l'acteur et la patiente qui est en train d'effectuer l'action, qui est en train d'effectuer sa rééducation. Et ça se fait au fur et à mesure. C'est des séances qui peuvent durer 30 à 40 minutes. Donc, le travail manuel, c'est vraiment très basique. En fait, ça nécessite de la technicité, effectivement, mais ça ne fait pas mal. Parce que je sais que la plupart des patientes appréhendent, mais ce n'est pas du tout douloureux. C'est une patiente qui est vraiment mise dans un environnement adéquat, elle est dans un environnement calme, sur une table d'examen, dévêtue, pas complètement parce qu'on garde quand même une intimité, on défait juste un peu côté périnéal, la région périnéale, en position gynécologique comme lors d'un examen gynécologique. Et tout se fait selon son consentement, selon la douleur, en respectant toutes les différentes actions, le ressentiment que cette patiente pourrait avoir au cours de l'acte. Après le travail manuel, on a le feedback instrumental qui permet d'utiliser des électrodes qui sont passées le long de certains nerfs et une sonde endocavitaire. Donc, cette sonde cavitaire, elle est positionnée à l'intérieur du vagin et il y a un écran qui est en face de la patiente parce que toutes les sondes et les électrodes sont connectés à un écran. Il permet de pouvoir regarder, de pouvoir transmettre à la patiente les efforts qu'elle effectue. Donc, avec le guidage du kinésithérapeute ou de l'opérateur, elle effectue des contractions, des exercices et au fur et à mesure que les exercices sont effectués, elle a la possibilité de voir sur l'écran si ces exercices qu'elle effectue sont sont conséquents ou pas conséquents. Et ça lui permet à elle de pouvoir voir l'évolution de de sa rééducation. Et ça permet aussi à cette patiente d'avoir une certaine satisfaction de ce qu'elle est en train de faire et de pouvoir comprendre aussi que tous les muscles qu'elle a au niveau du plancher pelvien ne réagissent pas de la même façon. Ils réagissent tous de façon différente
Et sur l'écran, c'est très bien mis parce qu'on a des graphes et on voit très bien avec la petite boule les différents effets à chaque contraction selon les indications de l'opérateur de ce qui se passe. Donc ça, ça fait pas mal. Donc, c'est des D'accord. électrodes, mais ça ne fait pas mal. Pas mal du tout. Donc, je rassure, c'est pas du tout douloureux. Et on a la dernière technique, parce que je parle que de trois techniques, les autres, on va pas en parler parce qu'elles sont un peu plus accessoires. Et on a l'électrostimulation fonctionnelle qui, là, par contre, on n'utilise que des électrodes qui permet de stimuler les fibres nerveuses périphériques avec des impulsions très, très, très brèves transmises qui permettent d'avoir en fait une contraction de la sangle périnéale, une contraction musculaire de la sangle périnéale en fonction des différents muscles qu'on voudrait atteindre. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple et c'est pas douloureux et ça permet à la patiente de pouvoir voir son évolution et comprendre elle aussi le schéma de son périnée et de s'accaparer en fait cette rééducation en fait, que ça ne soit pas une- un moment de douleur ou un moment imposé, mais qu'elle comprenne en fait vraiment l'importance de ce travail pour elle en fait et pour son bassin. D'accord. Merci, docteur. Je pense que c'est assez important de revenir sur le fait que ce n'est pas douloureux et que c'est quelque chose d'assez systématisé, d'assez. Voilà, les spécialistes savent ce qu'ils font et ils savent comment aider les patientes à bien faire ces séances et à les réussir. Et en le faisant, la patiente sait qu'elle évolue parce que voilà, elle voit les efforts qu'elle fournit. Je pense que c'est important de dire tout cela. J'aimerais savoir, nous avons parlé de la rééducation périnéale en postpartum. Est-ce qu'il y a d'autres indications de l'éducation périnéale? Est-ce qu'en dehors du postpartum, est-ce qu'il y a des exercices d'entretien du périnée sont utiles dans d'autres pathologies, dans d'autres cas? Brièvement, si vous pouvez nous en parler. Brièvement, alors, de toute façon, le périnée, il est mis sous tension tous les jours. Enfin, je pense que toutes nos actions toutes nos activités quotidiennes, d'une façon consciente ou inconsciente, créent des difficultés, créent des troubles au niveau du périnée, entraînant des dysfonctions. Ces dysfonctions peuvent être importantes ou pas du tout. Et elles ne se déclenchent que par des petits signes enfin, des signes assez brefs que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément la notion de remarquer en fait. Donc, le seul fait de faire des exercices, je vais donner un exemple simple, de faire une course à pied, tous les sports qui nécessitent un contact ou des microchocs ou des sauts, comme le basket, le tennis, pour ne citer que ceci, créent en fait des troubles au niveau du périnée. Et D'accord. du moment qu'on se retrouve dans ce canevas de troubles au niveau de dysfonction au niveau du périnée, il est quand même important de pouvoir faire de la rééducation périnéale. Donc, on n'a pas forcément une indication spécifique. Dès qu'on a un signe et que ce signe nous semble pas très, enfin, pas commun, il faut aller consulter. Et en fonction du médecin, effectivement, de sa connaissance du périnée ou pas, il saura qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, habituellement, je conseille habituellement, c'est qu'on a des rééducations périnéales au niveau urologique qui marchent super bien pour tout ce qui est incontinence urinaire et fuite urinaire. Et ça marche assez bien. Aussi bien aussi chez les patientes qui présentent des douleurs périnéales, dyspareunie, vaginisme et tout ça, ça marche aussi très bien. Donc, en dehors de la période postpartum, effectivement, on a la période de tous les jours qui arrive à toutes les femmes. Bah, il faut savoir que la rééducation périnéale n'est pas que pour les femmes. La D'accord. rééducation périnéale aussi s'effectue chez les hommes qui présentent des incontinences urinaires, on en a aussi. Et dans les cas aussi de troubles érectiles, de douleurs périnéales, péniennes, testiculaires, en post-prostatectomie aussi, on peut l'utiliser. Donc, il faut juste aller voir le spécialiste dans la pathologie et qui pourra derrière poser, euh, donner des séances de rééducation pour que on revienne à l'état plus ou moins normal du patient. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous avons parlé de rééducation périnéale. Nous avons, surtout en postpartum, nous avons dit en quoi cette rééducation pourrait être utile. Nous avons dit comment ça se fait. Et nous avons essayé de parcourir d'autres
cas ou d'autres pathologies où une rééducation périnéale pourrait être utile. Docteur Azanlin, j'aimerais que vous nous donniez votre mot de fin en essayant d'insister sur des conseils aux femmes et aux hommes par rapport à la rééducation périnéale en postpartum. Alors, je n'aurai pas beaucoup pour le mot de fin, merci, docteur Giannotta. Je vais pas faire de gros conseils. Le plus important, comme conseil que je donne souvent aux patientes, c'est de pouvoir prendre connaissance de leur corps. Il est important de pouvoir prendre connaissance de son corps et de pouvoir faire attention aux différentes difficultés, différents signes d'alerte surtout que notre corps nous donne. Et D'accord. ça passe par une bonne connaissance. Et dès qu'on arrive à connaître son corps assez bien, le reste, ça s'ensuit. Donc, il est important pour les femmes de pouvoir faire attention à leur corps en euh, accouchement, donc en prépartum, en perpartum, en postpartum. À toutes les jeunes filles aussi, de faire attention à tout ce qu'elles effectuent, à tout ce qu'elles introduisent dans leur organes reproducteurs, parce que tout ce qu'on effectue, en fait, a une répercussion, qu'elle soit présente, qu'elle soit aiguë, qu'elle soit chronique, d'une façon ou d'une autre, il y a une répercussion. Et cette répercussion peut entraîner des complications, que ce soit grave ou que ce soit minime, ça reste quand même des complications. Et aux hommes, je donnerais comme conseil d'être toujours présent pour leurs femmes, parce que c'est important cet C'est accompagnement important. psychologique pour les femmes. C'est très important l'accompagnement psychologique. Surtout quand, si je reste dans le cadre de la grossesse, c'est important pour une femme de se sentir soutenue par son homme et aussi aux hommes de pouvoir accompagner leur femme. Ça leur permet de comprendre ce qui se passe. Parce que s'ils ne comprennent pas effectivement, ils vont juste entendre un son de cloche. Mais participer à des séances de rééducation avec leur femme, ça leur permet de pouvoir savoir ce qu'il y en est et de pouvoir non plus ne pas jeter la pierre à chaque fois qu'il y a un souci, surtout quand je reste dans le cadre de troubles sexuels. Et effectivement, le seul fait de savoir aussi que cette rééducation existe, ça permet aux hommes, bah, c'est pas forcément les femmes qui doivent effectuer cette démarche, les hommes aussi peuvent aller voir leur conjointe et leur dire, ma chère, je pense qu'il serait peut-être important que tu puisses faire ça, ça nous permettra d'évoluer, ça nous permettra de sécuriser ta santé et de pouvoir aussi avoir une meilleure vie sexuelle, une vie familiale. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet avec nous. Nous craignons tous ceux qui vont nous suivre de bien vouloir mettre leurs questions en discussion dans les chats après avoir suivi cette vidéo et ainsi ils pourront avoir plus d'éclaircissements s'ils le souhaitent. J'espère vous recevoir bientôt pour un autre sujet d'intérêt en MPR ou sur un autre sujet en médecine en général. Et ce fut un bel entretien. Je vous souhaite de passer une belle suite de semaine.